Bonjour, je suis Jean-Luc Gadreau, vous écoutez Thé Olympique, la série podcast qui me donne de partir à la rencontre de personnes pour qui sport et foi sont des mots qui vont très bien ensemble. En point de mire, les Jeux de Paris 2024, occasion rêvée pour converser avec des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs ou encore des personnalités en lien avec le sport. Et avec chacune et chacun, pouvoir envisager les liens possibles avec la foi chrétienne, entendre des parcours personnels où une expérience spirituelle a été fondatrice d'une nouvelle façon de vivre ce métier de sportif, parfois encore envisager des risques possibles. Alors, basket, jogging, une Bible dans le sac à dos et bien sûr 2 micros, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. De la théologie et des Olympiades, ça donne Thé Olympique. Parfois, paradoxalement, les distances les plus longues se couvrent plus rapidement que celles bien plus courtes. La sportive que je reçois maintenant dans Thé Olympique vit aujourd'hui en effet à la Martinique. Mais grâce à la technologie, la rencontre se fait non pas physiquement, mais par le biais d'une application permettant d'échanger à distance. C'est donc une jeune retraitée reconvertie aujourd'hui, mais pour qui le sport est toujours bien présent. Elle a enflammé les parquets pendant de longues années avec l'équipe de France de basket féminin et plusieurs grands clubs de l'Hexagone. Son parcours de vie l'amènera aussi à faire l'expérience de la foi. Eh bien, on en parle pendant plus de 40 minutes ensemble. C'est la basketteuse Marielle Amand qui est l'invitée de cet épisode de Thé Olympique. Bonjour Marielle Amand. Bonjour Jean-Luc. Alors nous sommes à distance l'un de l'autre puisque tu vis à la Martinique. Il est autour de 15 heures à peu près ici en métropole et un peu plus de 9 heures chez toi, c'est ça ? Oui, c'est ça, il est près de 9h30 du matin. Thé Olympique, c'est le nom de cette série de podcasts pour parler de Dieu et de sport. C'est un duo qui s'accorde parfaitement dans ta vie, Marielle, semble-t-il. Alors je te propose de commencer par le sport. C'est le basket. Ce sera pour une ronde. Ça va être une ronde. Avec une carrière et un palmarès assez exceptionnel quand même, notamment 91 sélections en bleu et je crois 399 points marqués si j'ai pris de bonnes notes. Oui, ça je savais. Après les points, je sais pas trop, mais oui, ça c'est ça. Une carrière assez longue et aussi voilà où j'ai pris plaisir. Donc ouais. Alors, je te propose de commencer, de revenir sur ta carrière au niveau des clubs, du Lamentin en Martinique pour commencer, jusqu'au club de Roche-Vendée, La Roche-sur-Yon, en passant par Arras, Bourges, Nantes, Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole, et puis Montpellier. Et puis dans ce parcours, 3 années assez exceptionnelles, 2015, 2016, 2017, avec Villeneuve-d'Ascq ou avec ton club, donc vous allez gagner l'Eurocoupe, vous allez l'année suivante en finale et puis vous êtes championne de France la 3e année. C'est ça. C'est vrai que ça a été mes 4 années à Villeneuve, notamment les 3 premières, ont été assez riches en événements, en émotions. Même un groupe aussi, au terme de groupe, franchement, j'ai vécu de belles années là-bas et en termes même aussi sportifs. Donc, ouais, c'est vrai que ça a été des faits marquants de ma carrière, mon passage à Villeneuve-d'Ascq. Et puis en sélection nationale, ça commence. Alors en sélection jeune, chez les moins de 20 ans, en 2009, avec un titre de championne d'Europe. Et puis 2 médailles d'argent avec les Bleus au championnat d'Europe de 2013 et ceux de 2017. Hey, good evening. Welcome back to the Prague Arena. It's the FIBA Eurobasket Women's 2017 final between Spain and France. Okay, we're going to pause for the playing of the national anthems, starting with France. Il y a eu un parcours aussi intéressant pour moi et j'ai pu profiter aussi, saisir certaines opportunités qui s'étaient présentées à moi. Donc voilà, hein, c'est vrai que je ne jette rien et voilà, tout est là. Ça fait quoi de jouer avec l'équipe nationale ? C'est différent que quand on joue en club ?
Oui, ah oui, c'est totalement différent. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de pression les premières fois, enfin, quand on prend part à l'équipe de France, parce que c'est là on va prendre, pardon, le gratin, on va dire, des joueuses en fait françaises. Donc, ce sont des joueuses au début, moi, que je regardais à la télé ou auxquelles, voilà, j'essayais de m'identifier. Et puis, ben, tu te retrouves à devoir être confronté à elles, mais aussi jouer avec elles. Donc, c'est quand même une ambiance assez particulière. À mes débuts, j'avais beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Bon, je pense que toutes, hein, tous, hein, je sais pas pour les garçons, mais on vit un petit peu ce petit moment-là. Mais après, c'est aussi particulier puisque forcément, l'entité club s'efface. Là, on joue pour la nation. Donc, il y a aussi une autre représentation, une autre échelle. Il y a aussi une sorte de fierté une fois aussi quand on atteint la sélection. Puis aussi cette persévérance qui nous tient parce qu'on veut le vivre une fois, mais on veut pas que ça s'arrête. Donc, du coup, ben, c'est vrai que c'est une saveur assez particulière. Les gens, quand ils posent des questions, souvent, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez joué en équipe de France? Et en fait, on se rend pas compte. Quand on dit, voilà, je suis joueuse professionnelle, ah, ok, vous avez joué en équipe de France, c'est tout de suite le repère pour savoir aussi le niveau Le niveau, aussi. Et ouais. puis, non, moi, vraiment, j'ai vécu de belles années, aussi des années compliquées, mais vraiment, ça a été, quoi. So back to Yayi now, and now Chechuan. And jump shot is good, and if France can just put together a little bit of a run, everything's going to be okay. Alors ça, ce sont les titres, les médailles, ça compte évidemment, comme tu le dis. Mais toi, plus personnellement, qu'est-ce que tu retiendrais davantage dans cette carrière de basketteuse professionnelle? Si je te demandais comme ça, voilà, quelques grands souvenirs, quelques faits majeurs, alors des choses spécifiques ou alors quelque chose de plus général, comme tu veux. C'est vrai que moi, ça a été les rencontres. Il y a beaucoup de joueuses aujourd'hui qui sont vraiment des amis très proches à moi, auxquels, ben voilà, hein, les liens se sont forgés et perdurent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup, enfin, marqué, ce qui est resté. Et puis avec le recul aujourd'hui, je dirais l'impact qu'on a en fait envers les personnes, notamment les jeunes. On se rend pas compte parce qu'on est dans une bulle en fait où on s'entraîne, on fait notre truc en fait, on essaie de parfaire au mieux notre performance. On sait qu'il y a des gens qui nous observent, on sait qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, mais c'est quand j'ai arrêté que j'ai pu vraiment mesurer l'impact que ça a sur les personnes, l'impact positif, bien sûr. Et ça, vraiment, je l'ai retenu, c'est quand j'ai pris ma retraite sportive, où bah, tous les messages, franchement, je pensais pas. Je pensais pas, parce qu'encore une fois, on est dans notre bulle et quand on mesure ça, ben, on se dit, ouais, quand même, de laisser des traces sur des personnes pas qui forcément qui ont fait du basket, mais qui ont pu vivre, en fait, des émotions, qui ont pu vivre des choses positives, qui ont pu vivre des choses extraordinaires au travers de ce qu'on fait, ben, enfin, qu'on fait en plus, voilà, avec une sorte de passion, bah, franchement, on s'en rend pas compte. Donc, moi, ça restera toujours comme pour moi un événement marquant. Mmh. Tu parlais des rencontres. C'est vrai qu'en choisissant le basket, tu as choisi un sport collectif. Tu aurais pu évidemment choisir un autre sport, un sport individuel. Est-ce que le fait de jouer en équipe, c'est quelque chose justement qui était important pour toi? Alors oui, c'est vrai que le basket, ça n'a pas été pour moi un sport que j'ai intentionnellement, on va dire, décidé de faire en me disant, ah, je vais faire du basket. Non, non, c'est vrai que c'est mon histoire un peu particulière parce que j'ai commencé le basket, enfin à la base, je devais faire du handball. J'étais au travail avec maman bon, voilà, j'avais l'âge à peu près de 11-12 ans. Et en fait, ma mère, il y avait son ami qui passait par là et puis qui m'a remarqué et qui a demandé à ma mère il m'a demandé directement si je faisais du sport et moi, ben, à l'époque, je faisais du handball et j'aimais bien ça. Mais je faisais du handball, pardon, en EPS seulement. Et puis, ben, il m'a dit, ah, ben, moi, je suis coach de handball, mais en club. Et en gros, ce serait bien que je puisse aussi, ben, être dans un club, voilà, parce qu'il y a des voyages, etc. Et moi, moi, je me suis dit, en plus, il y a des voyages, j'avais jamais voyagé avant, donc j'avais C'était dit, l'occasion. oui, mais bon, ça dépendait pas de moi.
Et en fait, il a réussi à convaincre ma mère à m'inscrire en fait en club. Et en fait, ma mère m'a emmenée à l'entraînement. Donc moi, j'arrive sur le plateau sportif et en fait, je rencontre là, c'est mon premier coach, hein, du coup, qui s'appelle Laurent Labonne et qui qui met plein de ballons de basket par terre. Bon, en plus, bon, je me suis dit, ben, j'étais toute seule au début puisque ben, je suis arrivée plus tôt. Et donc, je teste, il me fait, voilà, tester tous les ballons. En fait, c'est différentes tailles de ballons de basket. Et puis après, je vois, ben, il me fait faire des tirs, il me fait faire plein de trucs. Et je vois les filles, elles arrivent, les filles de l'équipe, du coup. Et puis, ben, toute la séance, je fais que du basket, en fait. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, ma mère, elle vient me récupérer. Elle me dit, alors, ça a été? J'ai dit, non, c'est pas ce que je devais faire. J'ai fait que du basket. Et alors, elle dit, bon, ben, c'est quoi, tu veux pas faire et tout? Moi, je dis, si, en fait, je veux faire. Mais en fait, j'ai dit que oui, je veux faire. C'était juste pour avoir en fait une sortie, en fait faire autre chose que l'école et rentrer à la maison. Enfin voilà, c'était pour moi une activité extrascolaire. Et en fait, ben c'est comme ça en fait C'est que comme ça que le basket est on venu. Ouais. commençait pour moi, c'est que j'allais aux entraînements de club et puis au final, je me suis fait remarquer du coup par le CTS régional à l'époque et puis ben après les choses se sont accélérées, Ouais. sélection Martinique et compagnie, mais ça a été très vite pour moi en 1 an et demi voire 2 ans, ben je m'en vais après en France. Donc le basket, ça n'a pas vraiment été, comment dire, quelque chose que j'ai décidé de faire. Oui, je veux faire ça. Enfin, si, mais de la manière dont j'ai expliqué, ça s'est plus proposé comme ça, en fait. Ouais, ouais. C'est lié aussi à ton gabarit, tu es assez grande, je crois. Exactement. Et du coup, le sport collectif aussi, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça m'a aidé à accepter ce gabarit, en fait. Eh oui. Ma taille en tant que grande jeune fille, femme aujourd'hui, et me permettre, en fait, de me retrouver dans un environnement. Ben, j'étais pas la seule grande, même j'ai pu découvrir de plus grandes que moi. Et forcément, ben, quand on est environné de personnes qui nous ressemblent, j'ai envie de dire quand même les choses, en fait, on les vit de manière plus simple. Ça amène de la confiance. Ça m'a aidé en effet à être remarqué, mais ça a également aidé à m'accepter. Tu joues au poste enfin, tu jouais au poste de pivot. Est-ce que tu peux nous parler des particularités peut-être de ce poste? Comment tu vois ce rôle dans l'équipe? Alors en fait, j'ai joué en fait sur les deux postes enfin intérieur pivot en effet. J'ai commencé la formation en tant que pivot vraiment donc au poste 5. Donc c'est plutôt les gabarits très grands qui vont un peu plus jouer près du panier, qui vont plus avoir un jeu de finition également. Aujourd'hui, le basket se modernise énormément, donc les postes comme les miens peuvent se retrouver à beaucoup s'écarter. Quand je dis s'écarter, c'est s'écarter du panier. Au fur et à mesure donc de mon évolution, j'ai commencé à être plus un pivot, on va dire une intérieure poste 4. Et parce que ben j'étais quelqu'un qui aimait plutôt jouer face au panier, qui aimait beaucoup tirer. Et en fait, ces deux postes-là, en fait, ils se complètent dans le sens où le pivot, l'intérieur, doit être aussi bien capable de jouer en dessous du panier que de s'écarter. Et en fait, c'est un poste où on va dire qu'en général, on dit que nous sommes des joueuses de finition, nous sommes des joueuses de fin d'attaque. Voilà, on a besoin de tous les postes, hein, c'est vrai, hein, parce que des fois, je débattais quand j'étais dans des équipes. On disait qui était le poste le plus important, c'était la meneuse ailière à l'intérieur. Mais bon, on est tous d'accord de dire qu'en général, on a besoin en fait d'un pivot pour un point de fixation. Le ballon passe beaucoup par l'intérieur, Ouais. comme un point de fixation pour faire bouger la balle, pour créer aussi un danger. Donc voilà, c'est un poste en fait. Je peux pas dire qu'il y a vraiment un gabarit bien défini parce que il y a des pivots, des intérieurs qui peuvent être grandes, donc on va dire en général, voilà, qui peuvent aller dans les 95, 2 mètres et plus. Mais aussi, il y a des intérieurs qui sont plus petites. Alors, quand je dis plus petites, attention, je parle bien à l'échelle basket, qui vont en général mesurer 1,85. C'est rare de voir en dessous, très rare, mais ça arrive. Donc voilà, c'est un poste plutôt de ce gabarit-là et qui en général est assez habile des mains, près du panier, qui a aussi un sens de mobilité qui est assez recherché parce qu'il faut quand même bien se déplacer avec la balle, il faut quand même être aussi assez rapide et aussi bien jouer avec sa meneuse et ses arrières. Donc voilà, c'est plutôt ce poste-là, je sais pas. Tu as 33 ans aujourd'hui, c'est ça? 34. 34. Et tu es retraité depuis un peu plus de 2 ans déjà. Alors, quand je dis retraité, c'est retraité du basket, puisque tu as décidé de quitter les parquets en 2021. Comment et pourquoi on prend une telle décision à cet âge-là, même si on sait que dans le sport, on arrête souvent assez tôt? Ouais, je sais pas pourquoi ça étonne à chaque fois
l'âge de ma retraite sportive, moi, je sais pas, je me suis toujours dit que bah, le jour où je me sentirais totalement détachée de ce que je fais et en fait, ben, il n'y a plus rien, entre guillemets, qui m'anime. C'était le moment d'arrêter. Je n'assisterai pas, en fait. C'est vrai que quand j'ai dit que je prenais ma retraite, tout le monde m'a dit, mais quoi déjà? Enfin, c'est tôt, etc. Mais en fait, moi, je ne me rendais pas compte. Je pense encore aujourd'hui, je ne me rends pas compte parce que je me dis quand même, en fait, 31 ans, ça reste quand même un âge où on sait vrai, on est en fin de carrière. On commence, en tout cas, on est plus proche de la fin, quand même, que le début, et même le milieu de carrière. Comment je suis arrivée à là? Bah, c'est tout simplement parce que ben, je me suis posée. Je me suis posée, j'ai fait aussi un bilan, je me suis posé beaucoup de questions. Voilà, juste avant, j'avais connu une période un peu compliquée. Covid après est passé par là, grosse remise en question également. Bien sûr. Et en fait, tout ça a amené que ben, je me suis vraiment demandé, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? C'est vrai que j'avais même plus La cette motivation. envie, ouais, d'aller à l'entraînement, de gagner des matchs, ben, qu'on gagne, qu'on perde. J'avais pas vraiment de sentiments différents. Il y avait Et là, des signes. c'est un problème quand on arrive à s'entraîner autant, à se donner autant ben, de moyens, de temps, s'investir autant dans son sport, dans son métier, dans sa discipline, ben, et puis qu'au final, ben, y a pas d'émotion particulière. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions. Ouais, ouais. Ça, donc, ça a été les premiers points. Après, c'est vrai que bon, physiquement, j'avais quand même le corps qui commençait à montrer des signaux assez importants de douleur, hein, tout simplement, les genoux et compagnie. Bon, c'est vrai que j'arrivais à jouer avec la douleur sans problème, mais ça commençait à devenir lourd, à faire des déplacements à droite à gauche voir des médecins pour essayer de voilà tenir. On essaie de tenir comme on Ouais, peut avec compliqué. soit des médocs, soit des injections d'infiltration, soit des PRP. Enfin, ça devient lourd en fait. Et puis au bout d'un moment, moi, enfin, c'est pas ce que j'avais envie de vivre. Très honnêtement, j'avais pas envie c'était pas le choix. Je sais que certains font ce choix-là. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps et ça m'allait pas. Et j'ai toujours aussi décidé de faire des choses auxquelles moi j'adhère. J'aime pas être forcée à faire des choses parce qu'au finalement, c'est comme si je me retrouvais à être dans un lieu où peut-être je rentrais dedans, mais c'était pas ma place en fait. Et ici, c'est vraiment ça en fait, au bout d'un moment qui est arrivé dans ma tête. Et puis ben après, ben là, la question qui se pose, donc, ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ou pas? Ben, c'est comme s'il y a eu plein de confirmations au fur et à mesure qui m'ont convaincu à ce que ben voilà, Dieu avait des meilleurs plans pour moi et à me convaincre que ben non, il fallait faut que je passe à autre chose. Ouais, Donc ouais. c'est comme ça a été tout un cheminement de réflexion et de décision. Être en accord avec toi-même, ça se comprend tout à fait. Alors, je disais retraité du basket, mais la vie continue, évidemment. Alors, ta reconversion, tu fais quoi aujourd'hui? Alors, j'ai connu une reconversion vraiment pas simple. Vraiment pas simple. D'apparence qui paraissait peut-être évidente, mais en fait, sincèrement, ça a été pareil, une grosse remise en question. Aujourd'hui, je suis arrivée à comprendre un peu ben, ma mission et ce que je veux faire, c'est travailler dans tout ce qui est autour de la formation, de l'enseignement. Ouais, Donc aujourd'hui, je suis dans le coaching professionnel. Je suis en train de passer une certification autour du coaching professionnel pour accompagner des personnes dans le développement, que ce soit professionnel mais aussi personnel. Et en fait, j'utilise ma petite touche à moi, c'est d'utiliser le sport d'accord. Ouais. comme vecteur parce que ça reste quand même un outil qui m'a tellement aidé, tellement transmis, qui m'a tellement apporté que je ne peux me passer en fait de cet outil pour moi qui a fait aujourd'hui tout ce parcours aussi. Aujourd'hui, je suis dans le coaching, mais c'est vrai que j'ai connu une reconversion assez compliquée parce que ben j'ai été d'abord dans l'immobilier parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Et après, ben j'ai continué mon master en management général parce que je me suis dit bon, je vais finir ce master, voilà, je me focus dessus parce que c'était assez compliqué quand même, assez dense. Et puis ben après, je me suis retrouvée pendant un an à tourner, vraiment à chercher. C'était compliqué cette période-là. Ça a été vraiment la période la plus difficile Mauvais souvenir. et qui m'a permis aujourd'hui aussi de me poser ces questions, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment,
où je veux aller, ce que je veux réaliser et tout. Donc voilà, j'ai été pas mal accompagnée, pas mal suivie par des professionnels aussi. Puis bon, au final, voilà, j'ai pu enfin trouver ma voie et là, je prends vraiment plaisir dedans. Donc voilà. Très bien, et ça fait sens. Tu as fait aussi le choix donc de retourner sur ton île, l'île aux fleurs, la Martinique. C'est vraiment le lieu où tu te sens bien, tu te plais? Ouais, vraiment. Bon, c'est là que je suis rentrée en juin 2023. C'est vrai que j'ai toujours aussi dit que rentrerai, pardon, après ma carrière. Alors, je suis restée quand même 2 ans en France Ouais. parce que je voulais terminer mon master, mais j'aurais pu aussi rentrer tout de suite après ma carrière, mais bon, finalement, j'étais pas prête. Franchement, je n'ai aucun regret d'être rentrée. Je me sens très bien. Il y a énormément de choses à faire sur l'île. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai à cœur de faire. Et voilà, j'ai trouvé aussi ma place ici et j'espère en tout cas que tout ce que j'ai à cœur de faire prendra forme. Mais vraiment, non, non, je me sens bien. Voilà, il y a le bruit des oiseaux qui chantonnent là Oui, oui, on derrière. entend. Il fait bon le temps, voilà, on connaît. Ben oui. Ça reste un temps ensoleillé toute l'année. Voilà, puis je suis aussi près de ma famille. J'étais, voilà, éloignée pendant près de 20 ans. Et cela fait également du bien d'être auprès des siens, parce que je suis très famille. Donc, non, vraiment pas de regrets jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que ça continuera comme ça. Alors on parle sport, on vient de parler un peu de la Martinique, on reparlera un peu de sport encore, mais t'es olympique, c'est une dose de sport et une dose de Dieu. Et sur ton Instagram, dans le profil, je prends les 3 premières lignes, God's Child Loving Jesus, en dessous Martinique, et puis en dessous ex-basketteuse pro. Alors ce God's Child Loving Jesus, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta foi? Oui, alors bien sûr. Alors vraiment, alors c'est vrai que je n'ai jamais caché ma foi depuis le jour où j'ai rencontré, en tout cas, j'ai accepté Jésus et j'ai décidé d'en témoigner. Ça s'est fait il y a longtemps ou c'est à quel moment ça s'est produit chez toi? Pour la petite histoire, je suis née dans une famille catholique. Voilà, j'ai eu ce cheminement dans la foi catholique et après, j'ai lâché. Vraiment, j'ai lâché. Et puis, ben, dans ma vie professionnelle, donc quand je faisais du basket, j'ai eu une période très, très compliquée qui a fait que ben, je me rattache en fait à chercher Dieu. Mhm. Forcément, j'ai mis en pratique ce que j'ai pu apprendre quand j'étais catholique, mais il y a rien enfin, je sais pas, ça restait assez difficile pour moi. Je vivais des choses assez compliquées et en fait, comment ça s'est passé, c'est que un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai vraiment crié à Dieu de m'aider dans la situation dans laquelle je vivais. Et je crois qu'en fait, Dieu était déjà avec moi bien avant, bien sûr, mais il a placé des personnes pour que je puisse le rencontrer. Et ça a commencé d'abord, c'est vrai, avec, c'est vraiment, bon, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère en Christ qui s'appelle Toran Mezerois, qui m'avait parlé déjà donc de son témoignage à lui et auquel aussi je me suis tournée en fait en premier lieu pour lui expliquer un peu ce par quoi je passais parce que je vivais une saison compliquée où j'avais beaucoup d'oppression, j'étais pas bien. Et en fait, il avait prié pour moi et au fur et à mesure, ben j'ai commencé à me rapprocher en fait de la foi en fait protestante évangélique. C'est fou parce que pour la petite histoire, moi je fuyais un petit peu ce mouvement-là en pensant que c'était voilà sectaire, j'avais une idée préconçue et mal conçue Ouais, ouais. de tout ça. Finalement, j'ai accepté le Seigneur en fait en allant en fait à l'église un jour. Mhm. Et en fait, je ne pourrais expliquer, mais c'est à partir de ce jour-là que tout ce que je vivais, que en fait, ça s'est transformé en paix. C'est-à-dire que toutes ces oppressions, tout ce que je vivais autour de moi, tout ce qui était lourd en fait à porter, j'ai commencé à ressentir une paix. Mais je ne peux pas dire le temps que ça a pris. Mais je sais que ça a plus ou moins été presque instantané, c'est-à-dire que Ouais. ça a été progressif, mais à la fois instantané. Et puis au fur et à mesure, ben, j'ai jamais lâché sa main dans le sens où j'ai continué à pratiquer. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, hein, mais j'ai continué en fait à le chercher. Mhm. Et au point ben, où j'ai décidé de me faire baptiser l'année d'après. Donc ça a commencé en 2018, ouais, 2017 on va dire, ça a commencé plutôt en 2017. Mais vraiment en 2018, c'est là où j'ai commencé à poser des actes pour l'accepter. Et en 2019, je me fais baptiser. Et puis bah, à partir de là, j'ai compris que bah,
voilà, c'était lui et que ça a énormément changé ma façon de voir les choses. Comment dire, je me suis beaucoup détachée de choses en fait, ce sont des choses peut-être anodines, mais par exemple, le basket prenait une place peut-être trop importante dans ma vie, auquel des fois je mettais peut-être trop de pression, voilà, je me voyais autour du basket en fait. Alors que si mes résultats dépendaient en fait, enfin pardon, la personne que je voyais être, que j'étais, était trop dépendant des résultats du basket, en tout cas de mes performances. Et ça, ma foi en Jésus, le fait de le suivre, de l'accepter, bah, ça m'a permis également de me détacher de toutes ces choses. Et ça m'a permis également d'être dans cette joie que parfois ben, je n'explique pas. C'est vrai que bon, c'est pas que j'avais des moments tristes, mais mes moments tristes n'y durent pas très longtemps. Vraiment, ça dure pas ne serait-ce que 24 heures, c'est mort. Ça dure peut-être quelques heures et après même pas, ça repart. Vraiment, même l'amour pour les autres, enfin plein de choses qui m'ont rattaché à vivre en fait ma foi et qui aujourd'hui j'en témoigne fièrement parce que je crois que avant tout d'être chrétien, nous sommes des témoins Mhm. et on peut pas aujourd'hui se cacher. En fait, pour moi, je peux pas cacher en fait ce que Dieu fait pour moi. Je peux pas Ouais. cacher ce que Jésus fait pour moi dans ma vie et ne pas en parler. Donc c'est pour ça parce que c'est cette même joie qu'il me transmet, cette même paix, c'est surtout cette paix que moi j'ai pu rencontrer en fait Ouais. en Christ. J'ai besoin. Il faut que si je l'ai vécu, il peut le faire pour les autres. Et j'ai besoin aussi que, ben voilà, qu'il m'utilise aussi pour ça. Je sais qu'il veut m'utiliser pour ça. Donc, du coup, je n'hésite pas à en témoigner. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben, je déclare sur ma bio Instagram que je suis l'enfant de Dieu, aimant Jésus. Voilà. Voilà. Et ça se traduit comment aujourd'hui dans ta vie, le fait d'être chrétienne, voilà ta foi, tu participes à une église localement, il y a un sens profond dans ta vie, tu as des engagements particuliers. Ouais, ben en fait, ça consiste ben, déjà à marcher avec beaucoup plus de foi, euh, à croire qu'en fait aujourd'hui, ben tout ce que j'ai fait en fait ne dépend pas de moi. En fait, là où par exemple j'ai pas de solution, je sais vers qui me tourner. Quand par exemple les portes se ferment, je sais vers qui me tourner. Lorsqu'il y a du chaos, lorsque par exemple on voit le monde aujourd'hui, euh, ben mon espérance il est en lui. En fait, c'est fou, mais vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que je n'en ai pas conscience, mais en fait, mon espérance est ancrée dans le sens où je me dis, ben, ce qui se passe dans ce monde, en fait, il est terrible que nous n'avons pas à nous inquiéter, en fait, de ces choses. Nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain dans la parole de Dieu. Et en fait, moi, je marche avec cette parole. Je la sers dans mon cœur pour marcher avec cette paix, cette assurance, de me dire que Dieu pourvoit et prend soin de nous. Et en fait, moi, ça consiste ben, au quotidien à me confier en lui et moins aux hommes, Et oui. à, à déployer en fait un amour, pas l'amour que les hommes donnent en fait, mais à mieux manifester en fait cet amour en fait qui fait que envers mon prochain, qui fait que par exemple, je dis un truc simple que tout le monde en expérimente dans notre vie. Quelqu'un nous contrarie. On sait qu'on peut être contrarié tous les jours parce qu'on est tout le temps tenté. Quelqu'un va peut-être mal me parler, mal me contrarier et tout. Là où avant, peut-être, j'allais manifester beaucoup plus de colère et l'exprimer, et ben aujourd'hui, ben j'en suis détachée. C'est-à-dire que oui, certes, je vais peut-être réagir de manière, je vais peut-être oui être énervée, agacée, voilà, mais ça ne dure pas parce que tout de suite, je dis Seigneur, vraiment, prends soin de cette personne. Je prie pour son cœur, je prie Ouais. que tu la touches. Et en fait, déjà, ça me débarrasse en fait d'un poids de colère. On est là, on garde des choses, des émotions. Et au quotidien, c'est comme ça que ça se passe. C'est que là où il y a des situations où avant, j'allais essayer de débattre, combattre et tout. Non, je remets ça entre ses mains. Parce que ce n'est pas à moi de gérer ça. Très souvent, on croit que c'est nous, mais en fait, ce n'est pas nous. Donc, ça se passe, voilà, des petites situations comme ça. Et aujourd'hui, où je vis beaucoup plus sereinement, simplement. C'est pas toujours simple, vraiment. Parce que, voilà, La vie, c'est il la y a des vie, fois ouais, de bien doute, sûr. des fois, voilà, des choses qui prennent du temps, qui arrivent, et on a envie de passer outre au-dessus de Dieu. Mais non, en fait, finalement, quand on lui fait confiance, moi, j'ai jamais été déçue. Donc, ça se passe comme ça, un peu.
Voilà. Et donc, je disais, tu participes à la vie d'une église locale en Martinique ou tu vis ça autrement, enfin... Oui, oui. Alors oui, je suis rattachée à une église locale en Martinique. Je sers en fait dans cette église, mais pas encore totalement. Mais c'est vrai que voilà, je participe à la vie de l'église. J'essaie voilà d'être au maximum présente pour rendre un culte à Dieu le dimanche. Mon retour en fait en Martinique, faut savoir que ben forcément il a fallu que je reprenne des marques Eh parce oui. que ben, je suis allée dans une nouvelle famille spirituelle aussi. Donc du coup ben tout ça a fait que ben là où j'avais quand j'étais par exemple à La Roche où j'étais à Nantes, mon église locale était à Nantes, ben du coup je suis restée quand même là-bas 3 ans, voire peut-être 4 ans, je sais plus. Ouais. Donc voilà, les choses, les liens se sont formés. Et voilà, quand je suis partie, c'était assez difficile, bien Eh oui. sûr. Mais comme je suis venue en juin dernier, donc là, les liens commencent à se faire ici en Martinique. Et oui, bien sûr, je prends part à cette vie. C'est important. C'est important quand on est, pour moi, enfant de Dieu, d'avoir la communion fraternelle. Moi, l'époque Covid m'a énormément déstabilisée au bout d'un moment. Le fait de ne pas être entouré en fait de la communion fraternelle, parce que moi, je vois pas l'Église comme étant où Dieu est seulement dans les bâtiments, ce qu'il dit, même qu'il n'est pas seulement dans les bâtiments d'hommes. Mais je vois l'Église comme étant ce moment où on communie, on honore Dieu, vraiment, on rend grâce à Dieu, on vit Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu, on sert Dieu. Mais que derrière ça, il y a aussi une vie, et c'est surtout cette vie en dehors de l'Église où nous devons en fait être des témoins, où nous devons justement manifester en fait cette vie que Dieu nous a donnée. Et donc, la vie à l'église, elle est importante pour moi. J'ai beaucoup plus, comment dire, c'est pas de l'importance, mais j'attire énormément aussi mes intérêts, mon importance en dehors de l'église pour justement manifester ce rayonnement qu'il a mis en moi et qu'il a mis en chacun. Oui, j'ai cette vie-là dans l'église, en dehors. Et puis voilà, également de participer aussi à des conférences, à des choses en fait qui bâtissent ma vie spirituelle. Parce que Oui. oui, il y a la vie de prière, il y a la vie de méditation de la Bible, il y a mais il y a cette vie en fait spirituelle et surtout encore plus que je suis rentrée en Martinique et où ben, les liens en fait oui j'ai des amis d'enfance qui sont là, mais il est important aussi d'avoir dans son entourage des frères et des sœurs chrétiens. Voilà, parce que ben, comme je disais tout à l'heure, notamment par rapport à la taille, mon gabarit par rapport au basket, ben, quand on a des personnes qui nous ressemblent, ben, les choses sont plus faciles. Et, Ah oui. Et avec la foi, c'est pareil. De la théologie et des Olympiades, c'est Théolympique. Dans le rapport entre la foi et le sport, est-ce que tu vois des valeurs ou des points forts, des choses que tu aurais repérées, alors dans le sport en général et dans le basket peut-être en particulier, qui sont pour toi pratiquement des formes d'application de ce que la foi en Jésus spirituellement t'enseigne? le premier mot qui m'est venu après ta question, c'est la persévérance. Ouais. Pour moi, c'est peut-être le mot le plus proche, en fait, la valeur, pardon, la plus proche qui soit entre la foi et le sport. La Bible nous dit de persévérer, en fait, dans la prière. Et nous savons qu'en tant que sportif aussi, bah, si on persévère pas dans l'entraînement, dans l'acharnement de répétition, voilà, quand on perd, ben oui, mais les choses s'arrêtent pas là. Ben, il faut se relever, allez hop, et on repart. Ben, la foi, c'est la même chose. On est tenté, on doit résister, on doit être fort aussi par rapport à certaines choses. Et en fait, on doit persévérer parce que la foi, en fait, sans la persévérance, c'est compliqué. Des fois, on voit pas certaines choses être exaucées. On doute, on commence à douter, on commence à se demander est-ce que Dieu m'a oublié? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer quelque chose? Parfois même, on fait plus, alors que des fois, il faut juste s'asseoir, juste attendre le temps de Dieu. Et le sport, c'est la même chose. Sauf que le sport, ben là, on va pas s'asseoir. Hein. Ouais. Là, on va devoir certainement plus retrousser les manches et certainement plus travailler, en tout cas intelligemment. Donc, cette valeur-là, pour moi, c'est la valeur la plus parlante. Ouais. Et à l'inverse, tu vois des choses qui s'opposent d'une certaine façon, avec lesquelles, quand on est sportif, on se retrouve à devoir combattre si on est aussi chrétien? Oui, je dirais les pensées. Quand tu as dit le mot combattre, ça a été le mot pensée. Nous avons des pensées, je sais plus combien, c'était dénombré à un moment donné, mais je sais plus combien par jour, apparemment, un être humain a des pensées. Et nous savons que en tant qu'enfant de Dieu,
la porte ou laquelle l'ennemi, Satan, vient taper en premier, c'est nos pensées. Voilà, il va toujours essayer d'entrer il entre pas dans nos pensées, mais de travailler sur nos pensées en nous injectant des mauvaises pensées. Et ça, on sait que on doit combattre ça, parce que nos pensées, bah, c'est là que ça laisse la première porte aussi d'accès au péché. Quand on est sportif, nos pensées, dont notamment on doit les travailler parce que on doit toujours croire qu'on est capable, ne pas douter en fait de nos capacités. Parfois, on se retrouve dans des niveaux de performance, d'exigence, de résultats tellement élevés. Je parle notamment quand on va, par exemple, jouer des finales, quand on va jouer. Il y avait l'équipe de France pour moi, mais il y a des matchs tellement importants, cruciaux, ou bien on va se retrouver pour le basket devant, je sais pas, un lancer franc, Ouais. tout seul. On sait que tout repose sur nous. Dans ta tête, si t'es pas solide et que tu n'as pas filtré tes pensées pour dire, tu enlèves le négatif et tu gardes le positif, Ouais, c'est mort. compliqué. Donc, à l'inverse, on doit beaucoup combattre nos pensées aussi bien dans la foi que dans le sport. Est-ce que tu connais les origines de ton sport, le basket ? Je sais que c'est américain. Je te donne quelques éléments et tu pourras réagir. 1891, avec une association de jeunesse protestante aux États-Unis, les YMCA. Ça te rappelle peut-être la chanson de Village People, YMCA. C'est d'eux qu'il s'agit. En France, ça s'est appelé longtemps l'Union chrétienne de jeunes gens, et puis c'est redevenu YMCA France. Eh bien, un pasteur qui était professeur d'éducation physique cherchait un sport d'intérieur pour l'hiver parce que les jeunes étaient passionnés de football américain et de rugby, mais pas de gym ou d'autres jeux d'intérieur. Il a donc identifié les objectifs auxquels le jeu devait répondre: pouvoir se jouer en salle, privilégier l'habileté, la vivacité et le savoir-faire plutôt que la force, impliquer un fort engagement physique tout en évitant les risques de blessures. Et c'est comme ça que les paniers ont été d'ailleurs surélevés pour éviter les mêlées du rugby ou du football. Le 15 janvier 1892, Triangle, qui est le journal officiel donc de cette association de jeunesse protestante, va publier les 13 règles du jeu rédigées par son inventeur. La même année, ça te concerne ça, Senda Berenson de la YMCA de Northampton, cette fois-ci, permet aux femmes de se l'approprier et va changer juste quelques petites règles. En fait, ça fait partie de ces sports qui trouvent une origine dans la foi protestante. Il y en a d'autres, mais le rugby aussi notamment, mais le basket en particulier. Waouh, je ne savais pas. Et alors, tu as un bâtiment à Paris qui est emblématique, c'est au siège donc des YMCA France, un lieu qui abrite aussi le théâtre Trévise, qui possède la salle de basket parisienne la plus ancienne au monde, puisque la première, celle de Springfield, a été détruite depuis. Et pour info, alors, ça aussi, ça peut t'intéresser, pour la restaurer, parce que le parquet commence à être abîmé, la YMCA vient de lancer une campagne de mécénat participatif assez originale. Elle propose aux gens d'adopter une lame de parquet à partir de 100 €, qui sont déductibles des impôts par ailleurs, et les heureux parrains recevront un certificat collector numéroté d'adoption à leur nom. Et pour info encore, cette opération a séduit déjà notamment le basketteur Rudy Gobert, qui a adopté la lame 27 en clin d'œil à son maillot, et le violoncelliste Gauthier Capuçon, qui lui a pris la lame 1701, année de son instrument. Alors Marielle, adopter une lame du parquet protestant du plus vieux terrain de basket au monde, ça le fait quand même, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement, déjà, merci pour l'histoire, hein, parce que c'est vrai que peut-être dû lire ça, mais de l'entendre raconter comme tu as fait, c'est plus parlant peut-être. En tout cas, non, merci parce que je ne savais pas. Ouais. Déjà, je ne savais pas. Et ouais, franchement, oui, moi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas ? C'est original. Mais t'as dit que c'est sur Paris, du coup. Et c'est donc le plus vieux terrain de basket au monde qui se trouve à Paris. C'est dans la rue de Trévise à Paris. Il y a le théâtre Trévise, il y a une piscine. C'est aussi la plus vieille piscine de France qui est dans ces lieux. En fait, les YMCA ont toujours privilégié le sport pour accompagner les jeunes dans leur foi, dans leurs engagements. Et c'est comme ça que donc ce terrain de basket avait été créé et il est le plus vieux au monde aujourd'hui. Waouh. Ok,
Ok, ben j'irai faire un tour. Ouais. Le basket aujourd'hui, Marielle, pour toi, tu as gardé encore des liens, des engagements, ou maintenant, voilà, c'est une histoire passée qui marque ta vie, mais tu es passé complètement à autre chose? Non, non, aujourd'hui, en fait, je suis retournée dans le bassin. C'est vrai que j'ai laissé un moment parce que j'en avais besoin. Et donc, depuis mon retour en Martinique, justement, je commence à opérer de nouveau dedans maintenant, mais de l'autre côté du parquet, Ouais. notamment dans tout ce qui est autour du coaching, tout ce qui est autour de l'accompagnement des jeunes. Non, non, j'ai repris les baskets, mais les baskets plus en mode de running. Ouais. Donc, voilà, je ne joue plus. De temps en temps, je file un coup de main parce qu'en fait, je suis assistante en fait dans un club de basket qui s'appelle l'Éclair de Rivière-Salée, Ouais. dans l'équipe senior filles. De temps en temps, voilà, j'aide aussi l'équipe jeune quand je peux parce que encore une fois, c'est surtout dans mon temps, de mon temps que je dispose. Et puis, j'ai à cœur aussi plus tard, voilà, d'aider aussi des jeunes, notamment à se développer techniquement, des choses comme ça. Donc, voilà, je mets ça en place tranquillement. Puis voilà, mais je dis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Tant que je peux me rendre utile et surtout si on a besoin de moi, j'hésite pas à répondre présente. Mais voilà, j'ai repris les alentours du parquet. D'ailleurs, nous sommes en play-off là, à l'heure où je te parle, et un match ce soir Excellent. en demi-finale, ouais, donc du championnat de Martinique. Donc voilà, c'est aussi excitant pour moi de revivre ces moments-là, et puis aussi d'avoir des groupes en fait, des filles où ben tu sens qu'elles sont prêtes aussi à recevoir de ce que toi tu transmets. C'est agréable, et puis moi aussi ça m'encourage à donner, à continuer parce que je pense qu'il y a plein de choses à retransmettre. Aux Jeux Olympiques et Paralympiques, là, les Jeux de Paris qui sont tout proches de nous, il y aura pas mal d'aumôniers présents des différentes religions et donc notamment aussi des protestants, des évangéliques, avec un travail de la Fédération protestante notamment qui s'est engagée pleinement dans ce sens. L'accompagnement spirituel pour les sportifs croyants, tu en penses quoi? Très important même, je dirais, parce que j'avais fait les Jeux de Rio. Alors c'est vrai que je connaissais pas encore rencontré le Seigneur, j'étais pas encore en Christ, donc c'était particulier. Mais aujourd'hui, hein, moi, si je me dis je fais des Jeux et il y a des personnes qui accompagnent spirituellement, ben franchement c'est super important dans le sens où même ça nous encourage à ne pas oublier ce pourquoi en fait on fait les choses et aussi de nous détacher en fait de toute cette pression, toute cette cohue qu'il peut avoir autour des JO, surtout que ben pour les sportifs français d'être à la maison, ça représente quelque chose d'encore plus grand et de plus impressionnant certains à vivre. Non, non, moi je pense que c'est une excellente chose. Puis même je veux vraiment encourager ben, tous les sportifs croyants à se rapprocher d'eux parce que voilà, parfois aussi je pense que c'est aussi un peu méconnu. J'espère vraiment que ce sera assez diffusé pour qu'ils Mis puissent en aussi avant. savoir que ben, il y a ces personnes-là près d'eux pour les aider, pour les accompagner, voilà, pour prier et tout. Et parce que je pense que les sportifs croyants, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et à mon avis, voilà, ça ne pourrait être que gratifiant pour eux, mais aussi les aider à équilibrer en fait cette vie qui parfois peut nous prendre dans un engrenage. Et je pense des fois à des matchs ou des rencontres, des combats pour ceux qui font des sports de combat, où vraiment ben, on a une pression énorme et voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous accompagner. Non, non, je pense C'est que important. c'est très bien. Ouais. C'est très, très bien. Alors a priori, le lieu de localisation dans le village olympique sera à côté de la salle antidopage. Tu sais, là où on fait les tests. Donc voilà. Dans ce podcast, pour terminer, je finis avec tous mes invités avec une très courte lecture d'un texte que tu connais sans doute. Alors je te le lis et puis je te demanderai de réagir. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ, Jésus, m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je cours tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. C'est bien sûr la Bible, l'épître aux Philippiens au chapitre 3, les versets 12 à 14.
Que t'inspire-t-il, Marielle? C'est ma dernière question. Amen, je dis. Ça m'inspire le mot tout à l'heure de la persévérance, Ouais. le mot de courir le bon combat, en fait, de la foi. Dans l'agitation du sport, dans le sport, souvent, on peut vite, surtout quand on rencontre peut-être du succès ou même quand des fois, je trouve que c'est quand même plus quand on est en haut. On peut vite un peu se laisser séduire, en fait. Ouais. Et ce passage, en fait, ça me fait penser à deux choses. Premièrement, la persévérance et deuxièmement, de choisir de combattre le bon combat, en fait, le combat de la foi. Et de ne pas nous laisser séduire, en fait, et même enorgueillir par les choses, en fait, qui nous font miroiter, en fait, ces choses mignonnes qu'on peut voir dans le sport et qui parfois nous fait courir à côté. Il n'y a rien qui soit acquis. Et c'est ce qu'il dit, l'apôtre Paul, à 2 reprises, en fait, non pas qu'il a déjà remporté le prix, mais il continue à combattre, en fait. Il n'y a rien qui soit acquis et vraiment, tout est grâce. Donc moi, je retiens ce passage comme étant, voilà, persévérons. Les jours sont mauvais, nous devons racheter le temps, mais nous devons surtout persévérer, garder cette foi parce que c'est ce que Jésus viendra retrouver, c'est ce qu'il veut retrouver sur terre lors de son retour. Et puis vraiment, n'oublions pas que voilà, nous sommes pas mal tentés, nous sommes pas mal séduits et que parfois des choses que nous avons, elles peuvent être aussi séductrices et éphémères. Chaque fois que j'entends ce passage, je me dis non, en fait, il faut se lever, allez, les coups là, ça fait mal, mais je tombe, je me relève, c'est pas grave. Je me relève, Dieu avec moi, je continue à courir, à combattre, et voilà que nous sommes des vaillantes et des vaillants. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspire et c'est ce que j'ai aussi envie de dire pour encourager plusieurs. Merci beaucoup Marielle pour ce temps accordé ce matin pour toi, donc cet après-midi pour moi. Au plaisir de te croiser à l'occasion, peut-être en vrai sur ton île aux fleurs ou ici en métropole. Que Dieu te bénisse en tout cas et te garde et te donne d'être heureuse dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Merci et au revoir Marielle. Merci Jean-Luc, bye bye. C'était Théolympique, une série produite par Regard Protestant. Merci à Jérémy Claes qui supervise la réalisation de ces podcasts et à Laurent Bazard pour la création du générique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle rencontre et continuer à parler de sport et de foi.